Nous sommes avec notre invité Pierre Berville. Bonjour Monsieur Berville. Eh bien bonjour. Alors, si le nom de Pierre Berville ne vous dit peut-être rien, sachez que Vittel, EDF, Française des Jeux, Lee Cooper, mais surtout la campagne dans les années 81, je crois que c'était août 80, cette campagne dont tout le monde a parlé, mais que paraît-il peu de personnes ont vu en réalité, c'est la campagne à venir, dite la campagne Myriam. Oui, tout à fait, avec mon compère Joël Lebert qui était directeur artistique dans la publicité. Et effectivement, vous venez de soulever un des paradoxes de cette campagne, parce que c'est une campagne que pas grand monde n'a vue, que très peu de gens ont vraiment compris, qui est désignée par le nom de quelqu'un d'autre que la personne qui a payé pour la campagne, et dont tout le monde se souvient et que tout le monde adore. Donc c'est une campagne assez formidable, et c'est assez drôle dans la vie d'un créatif publicitaire de sortir un objet pareil. On rappelle quelle était cette campagne pour peut-être les plus jeunes. C'était une femme en maillot de bain qui promettait dans 2 jours d'enlever le haut. Exact. 2 jours après, elle le fait, et après elle dit qu'elle promet d'enlever le bas, et elle le fait, mais avec un bandeau avec le nom de l'annonceur. Et la phrase à venir, l'afficheur qui tient ses promesses, puisque tout l'objectif de cette campagne d'affichage était de démontrer que Avenir était un afficheur qui tenait ses promesses en termes de date de pause. À l'époque, c'était au début des années 80, c'était encore un petit peu le bazar au niveau de ce média fantastique qu'est l'affichage, parce qu'on disait par exemple, un annonceur achetait une campagne d'affiches du 1er au 15 juillet, et puis en fait les affiches étaient parfois posées le 2, retirées le 12 ou le 20. D'accord. Donc c'était un petit peu le bazar. Et Avenir avait voulu remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et s'engager. Au départ, c'était vraiment un discours qui était intéressant auprès des professionnels de l'affichage et de ceux qui les employaient. C'était pas du tout destiné au grand public. Et puis j'ai eu l'idée, suite à quelques péripéties que je raconte dans le livre, de dire pourquoi vous le dites pas plutôt par voie d'affiche, parce que comme ça vous allez prouver en même temps ce que vous annoncez, c'est-à-dire que vous tenez vos promesses, que vous posez vos affiches le jour dit, le jour promis. Est-ce que c'était simple quand même de montrer cette femme nue? Oui, exactement. Mitterrand venait d'arriver, qu'il y avait une espèce de légèreté dans l'air, et que les gens étaient plutôt de bonne humeur. En plus, on était dans une sorte de bascule au niveau du féminisme, parce que les heures de grande conquête, très revendicatrices, de lutte étaient déjà un peu passées. Donc c'était un féminisme plus décomplexé, plus affirmatif, plus fier de soi, etc. Les femmes n'étaient pas aussi soumises qu'on peut l'imaginer autrefois. En tout cas, pas à ce moment-là de notre histoire récente. C'est ça qui est fou, parce que justement à l'époque les femmes n'étaient pas soumises, et vous dites que c'est aujourd'hui qu'on pourrait pas refaire ça en fait. Écoutez, je pense effectivement, et c'est tout l'objet de mon livre, J'enlève le haut, à vrai dire, il y a 20 pages sur 400 quand même sur l'histoire de Myriam. Ouais. Je me permets de le préciser, c'est plus une autobiographie et une histoire de la publicité et de la communication. De l'âge d'or de la publicité. De 70 à 80, oui. Tout à fait. Et donc on parle de tout un tas de choses. Une grosse différence entre ces temps-là de la publicité et les temps d'aujourd'hui, on les retrouve pas que dans la pub, on les retrouve dans la société. C'est qu'il y avait plus d'optimisme, plus de liberté, plus de permissivité, plus de décontraction d'une façon générale. Même dans la pub, on est dans le c'était mieux avant. Vous dites la pub aujourd'hui, elle est devenue simpliste, agressive et détestée. Alors, je désigne surtout la communication sur Internet au travers de cette phrase que vous avez la gentillesse de citer. Entre guillemets. Entre guillemets. C'est vrai que Internet, dont on espérait beaucoup, a pas donné sur le plan, je dirais, de la qualité et de la convivialité avec les consommateurs et les gens à qui la pub est censée s'adresser, des résultats formidables. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de talent, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités extrêmement ludiques, sympathiques d'utiliser Internet. Je crois qu'il y a beaucoup de YouTubeurs, par exemple, qui montrent à quel point Internet, ça peut être un média comme les autres,
parfois un peu différent des autres, avec plus de liberté, plus de décontraction, etc. Moi, je jette pas la pierre sur Internet, mais c'est vrai que il y a un retour à la réclame. Il y a un retour à quelque chose d'un peu simpliste, d'un peu direct, etc. Mais qui vient pas forcément d'Internet, qui prend sa forme la plus caricaturale dans Internet. Aujourd'hui, avec Internet, on peut cibler exactement la personne qu'on veut. Le tuyau est plus fin, c'est ça, en termes d'impact. Si j'ose dire, mais ça influence pas le contenu. Au contraire, c'est devenu de la réclame, c'est devenu un petit peu du marketing direct, Internet. C'est-à-dire, bon, voilà, maintenant, on espère tirer son efficacité, ce qui reste à prouver. Sinon, il n'y aurait pas cette floraison des adblocks et compagnie. On espère tirer son efficacité du fait qu'on peut viser plus précisément les personnes à qui on s'adresse. Il reste quand même entier et à mon sens, à mon avis, un petit peu plus qu'auparavant, la question de ce qu'on leur dit. Une fois qu'on a visé quelqu'un, il y a ce qu'on met dans le message. Et les messages ont gagné en pauvreté, si j'ose cet oxymore. Mais c'est vrai que c'est des messages qui coûtent beaucoup moins cher à faire et qu'on peut tester plus facilement. C'est-à-dire que si la campagne ne marche pas au bout de quelques heures, on la retire et on peut mettre autre chose. Avant, si on se plantait avec un spot de pub, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais bon, je raconte dans le livre tout le mal que je pense de certains tests, en tout cas certains servent à quelque chose et certains servent pas à grand chose. Vous disiez que ça coûte moins cher. Oui. Alors, ça coûte pas toujours moins cher. Il y a des publicités sur Internet qui coûtent très cher. Les clips, qui sont une forme de publicité pour les trucs, il y en a qui coûtent des fortunes. Et puis il y a des secteurs aussi, les parfums, ce qui fait appel à des vedettes hollywoodiennes, etc. On reste qui continuent à coûter très cher. On reste dans le classique. Voilà, on reste c'est quand même une transposition de la publicité classique sur Internet. Là, je parlais plus des mots-clés qui permettent justement d'arriver sur le site et de provoquer ce qu'on appelle un call to action et vraiment une action immédiate. Eh ben écoutez, je suis obligé d'être de votre avis. Hein. On a réussi à être d'accord. C'est génial. Mais il faut dire aussi qu'il y a plus de ce type de communication, elle coûte moins cher et elle vaut peut-être moins cher aussi. Et ça a mis dans la tête d'ailleurs des annonceurs que finalement on pouvait se passer d'argent, enfin de beaucoup d'argent. Et même d'agences parfois. Même d'agence. Bon, ça, dans certains cas, ils peuvent avoir raison. Hein. Moi, déjà à cette époque-là, Chanel n'avait pas d'agence de publicité, avait un génie à l'intérieur de leur service intégré de communication, et ils faisaient des publicités qui étaient largement aussi bonnes, voire souvent bien meilleures que celles que pouvaient faire les agences de publicité. Enfin, moi, je le sais, j'en ai dirigé une, j'en ai créé une, etc. d'agence de publicité. Je viens de me faire encore 40 000 copains dans le métier. mais c'est pas le cas. Il faut quand même, pour être complet, avant de me faire totalement lyncher, dire que dans la grande majorité des cas, mieux vaut avoir une agence de publicité. Parce que les cordonniers sont souvent très, très, très mal chaussés. Moi, je me permets de rebondir. Vous parlez de bonne publicité depuis tout à l'heure, de bon contenu, de mauvais contenu. C'est quoi une bonne publicité finalement ? Ah bah ça, c'est une très, 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 très bonne question. Vous avez 2 heures. Parce qu'il y a des publicités qui nous restent en tête et qu'on dit elle est pourrie, mais finalement toute la journée on y pense, on a le slogan qui revient, etc. Donc c'est quoi une bonne pub ? C'est ta petite tatou. C'est ça. C'est nul. Moi, il y a 10 000 définitions d'une bonne pub, mais pour moi, une bonne pub, c'est une publicité dont on a envie de se souvenir. Voilà. Pour moi, c'est ça, une bonne publicité. Donc celle qui nous reste, mais qu'on n'avait pas envie d'avoir, pas forcément une bonne pub. À partir d'un certain nombre de millions d'euros, n'importe quelle pub peut devenir une bonne publicité, entre guillemets, ressortons les guillemets. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs la définition de la réclame. Hein. C'est enfoncez-vous ça dans la tête, si on vous répète 10 000 fois la même chose, ça va finir par rentrer. C'est comme les mauvais professeurs qui disent répéter. Puis il y a les bons professeurs qui préfèrent intéresser leurs élèves et se montrer sympathiques parce qu'un message dit d'une façon sympathique, on a plus envie de s'en souvenir et voilà, et on prend la publicité et la marque qui parle au travers de la publicité plus comme un ami ou un copain ou un conseiller fiable et de bons conseils et sympa que le contraire. C'est ça la bonne publicité et c'est ça qu'on perd un petit peu parce que il y a eu pour moi
de difficultés qui ont touché ce métier. Je le répète, c'est pas du tout le manque de talent ni d'imagination. Mais, alors là, je me lance, il y a 2 trucs dont je vais vous dire la première, et puis après, je vais vous dire... Vous voulez que je note pour merci, ça y est, Marie, elle a attrapé le truc. Le premier fléau, c'est quand même celui qu'on connaît d'une façon générale dans l'expression publique, ce qui est... on va dire le politiquement correct, la langue de bois, le fait qu'il y a plein de sujets maintenant qu'on aborde avec des pincettes, qu'on a peur du bad buzz, qu'on n'ose pas parler de tout, qu'on n'ose pas parler de tout avec des contractions, sans mettre des guillemets, des parachutes et des parenthèses. Enfin bon, donc ça évidemment, ça favorise pas une publicité détendue. Et là, je viens de lire par exemple que la Grande-Bretagne, qui sont les champions du monde de la publicité en termes de complicité, humour, drôlerie, finesse, etc., est en train de se doter d'un cadre déontologique par rapport à l'image de la femme, etc. Évidemment, on est forcément d'accord. Il faut pas dénigrer les femmes, etc. Mais on peut plus se marrer des stéréotypes en fait. On peut plus se marrer des stéréotypes. Alors c'est très bien que les stéréotypes évoluent en même temps, mais c'est pas par l'interdiction qu'ils évoluent, c'est par l'intelligence qu'ils évoluent, les stéréotypes. Hier, j'étais très content. J'avais au téléphone une classe de Châteaubriand qui m'interrogeait un petit peu sur le bouquin. Et à un moment, il y en a un, il m'a posé une question à propos de la campagne Myriam qu'on m'avait jamais posée. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez pas mis un homme ? Ah oui, c'est vrai. C'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'on m'interroge sur cette campagne qu'on me pose cette question-là. J'ai trouvé ça formidable, très, très malin, très futé. Et surtout, ça montre évidemment que le changement de mentalité, que les stéréotypes évoluent, etc. Et c'est très bien. Mais par l'interdiction, par la censure, par l'autocensure, pour moi, c'est vraiment un malheur, ça, de le faire par ce biais-là. Et puis alors l'autre mot, pour une fois je me souviens des deux, qui afflige un petit peu le métier, alors qu'il était parti sur des bases pleines de bonnes intentions, c'est que les entreprises ont commencé à vouloir s'adresser au public sur des bases justement sociétales, c'est-à-dire mettre en avant leurs valeurs, tout ça. Bon, ok, super, enfin elles finissent toutes par raconter la même chose, c'est-à-dire qu'ils tuent pas d'orang-outans et qu'ils évitent de faire travailler des enfants de moins de 8 ans. Bon, bah, ok, donc c'est normal, c'est quand même un peu la moindre des choses aujourd'hui. Enfin, on l'espère. Mais ça finit par faire des discours très, 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 très ennuyeux. La publicité, c'est pas là pour donner des leçons de morale ou des certificats de bonne conduite. La publicité, c'est là pour distraire les gens, les mettre de bonne humeur. Les amener à acheter quand même. Les amener à acheter parce qu'ils vont trouver la marque sympathique. On oublie d'être sympathique. Donc évidemment, malheureusement, moi je crois pas que les gens soient publiphobes ou publiphiles tout le temps, chacun, en fonction d'une époque. Mais enfin, ils sont publiphobes quand la publicité les enquiquine, pour pas utiliser un autre terme, mais ils sont publiphiles quand elle est sympa et qu'elle leur parle bien. Voilà, ça a toujours été comme ça. Disons que, sans tomber dans l'histoire de C'est mieux avant, parce que ça me ferait passer pour un Jacques Séguéla. C'est pas gentil, il est gentil, Jacques. C'est quand même, faut épargner-le. Il était là il y a encore 15 jours. Épargnez-le un petit peu quand même. Non, mais je l'adore moi en plus. Enfin, franchement, ce sacré Jacques, enfin bon, oui, enfin bon, il a dit. Vous en parlez en plus dans le livre, puisque la campagne Avenir, je vais dire Avenir, parce que lui aurait été attribué par on ne sait pas quoi, et puis il l'a pas vraiment démenti. Ah, il a fini par le démentir quand même. Mais au bout de combien de temps ? Il a mis quelques années, voilà, mais il a fini par le démentir. Non, il est comme ça, il n'est pas. À un moment, j'avais le plaisir de travailler avec Bernard Pivot à sa grande époque, et où il était au-delà d'apostrophe, puis il avait son magazine Lire. Oui. Donc c'est dans ce cadre-là que je travaillais avec lui, et il avait une définition très, très juste de notre ami Jacques, c'est pas moi qui le dis. Il disait, c'est le plus grand bonimenteur de votre profession. Ce qui est le comble. Il y a tout là-dedans. C'est vrai que c'est le plus grand bonimenteur de notre profession. Il a un bagou, il a du baratin, il trouve des formules. Et il se vend lui-même. Et bizarrement, c'est complètement votre antipode, parce que vous, c'est vrai que Pierre Banville, on trouve quasiment rien sur vous. Qui a d'ailleurs la preuve. Voilà. Non, ça le montre bien. Alors, je vais vous dire pourquoi je dis Banville, parce que
votre ami Mathieu Alterman m'a dit que Berville n'était pas votre vrai nom. Ah bah c'est vrai. Qu'à la base, vous vous appelez Ben Saïd. C'est tout à fait juste. Et je fais le mélange entre un mix, quoi. Ben Saïd et Bansard, ouais, ce que je veux dire, c'est comme oui, Bansard, c'est un grand classique. C'est un grand classique du glissement à partir de Ben Saïd. Mais mon père, comme il avait épousé une Normande, il a penché du côté de Ville. Mais c'est vrai que il y a des personnes dans ma famille qui s'appellent Bansard. Ouais. Tout s'explique. Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Mathieu, ça c'est encore une fourberie d'Ashkenaz. On va lui dire, il revient bientôt. Je l'adore, Mathieu. Franchement, c'est un grand ami et je l'adore et je l'embrasse à cette occasion. Le livre, donc, J'enlève le haut, c'est 400 pages sur toute l'histoire de la publicité et de votre publicité 70-80. Est-ce que, vu que le livre se vend très très bien, en plus je crois que vous êtes en auto-édition via oui, alors tout à fait. Amazon. Merci d'en parler parce qu'effectivement il est principalement diffusé au travers d'Amazon. Je dis principalement parce que malgré tout, dans les grandes surfaces, quand on réussit à contourner ce qui bloque un peu le système très archaïque qui sont les diffuseurs, ce qu'on appelle les diffuseurs, on réussit à trouver nombre de libraires qui aiment faire leur métier, qui sont intéressants. Donc il est aussi dans des librairies intéressantes comme Drugstore Publicis, enfin bon, je vais pas vous faire la liste, mais enfin il est principalement vendu, en tout cas pour la province, on ne peut se le procurer que par Amazon. On m'en fait le reproche parfois. Encore un coup des GAFA. Ouais, c'est ça, voilà, les GAFA. Ouais, alors les GAFA, les GAFA. Parlons-en des GAFA, tiens. Non, mais moi ça me fait un peu rigoler les GAFA. Bon, tout le monde connaît leurs défauts. GAFA, on va pas dire qu'ils sont parfaits, loin de là. Tout le monde leur tape dessus. D'ailleurs. Et tout le monde leur tape dessus, c'est facile. Le diable s'habille en GAFA. Référence. Mais en général, les gens, j'ai quelques lecteurs qui, au travers des réseaux sociaux, me disent ah bah non, mais pourquoi vous êtes Amazon? Alors en général, ils me disent ça via Facebook, ce qui me fait assez rigoler. Ils ont le GAFA sélectif. Et quand je leur pose la question, souvent leur smartphone, c'est un Apple. Ils ont un compte Gmail, etc. Alors bon, faut arrêter. Les GAFA, on les aime pas, mais on les aime bien quand ils nous rendent service. Et ils savent nous rendre service, faut le reconnaître aussi. Ici, peut-être les spécialistes de la diffusion de livres traditionnels s'étaient montrés plus ouverts, peut-être que je serais pas passé par Amazon. C'est eux qui leur laissent le champ libre, c'est pas moi. Envie d'écrire J'enlève le bas. Je me tâte. Il y a encore plein de choses à dire, j'imagine. Il y a plein de choses à dire. La suite n'est pas forcément aussi intéressante. Il faudrait changer de sujet sur les aspects de la liberté, de la gaieté, de la joie, de l'optimisme, etc. Mais les années 90, en tout cas pour moi, puisque c'est toujours il y a une trame autobiographique, même si c'est très documenté et tout ça, pour moi ça a été intéressant parce que je suis devenu patron d'agence. Donc là aussi, je pense vous avez produit de la musique aussi. Donc là, après avoir osé essayer de rendre le métier de publicitaire sympathique, je peux même me lancer dans le truc de rendre la position de patron sympathique. Vous voyez que j'ai pas peur des défis. Surtout en ce moment. Oui, ça va être un beau challenge. Enfin, c'est vrai. Pourquoi on peut être patron sans avoir Bien tué sûr. tout le monde, avoir créé de l'emploi. On adore le nôtre. Pas avoir volé son argent, etc. Enfin, c'est bon, d'accord. Et donc ça pourrait être j'enlève le bas, ça. Mais bon, d'autant plus que effectivement, comme vous avez la gentillesse faudra tenir votre promesse, le bouquin m'a fait. Ah, bravo, merci. Pas mal. Tu vas peut-être être dans la publicité. Tu vas nous donner un petit slogan pour l'émission. D'autant plus que le bouquin effectivement marche plutôt bien. Le premier, donc c'est encourageant. D'ailleurs, c'est assez miraculeux d'avoir autant de soutien, autant d'affection autour de ce livre. C'est génial. Merci à tous mes lecteurs. Puis il y a une relation d'un autre côté, c'est que écrire, c'est un tel plaisir. J'ai découvert ça. Moi, avant, j'étais concepteur-rédacteur dans la publicité. J'écrivais des accroches qui font une ligne ou une ligne et demie. Et là, je me suis retrouvé en train d'écrire l'équivalent de 10 000 accroches. Mais avant de le faire, je savais pas que j'en étais capable. Donc, maintenant que j'ai, entre parenthèses, réussi ce premier pari, je me demande si je vais quand même pas écrire une fiction. Un nouvel auteur est né. J'ai toujours écrit, par définition. J'ai toujours fait des métiers autour de l'écriture, mais c'est vrai qu'un livre, c'est quand même génial. Et là, pas de contraintes, pas de charte, c'est à vous de laisser vaquer votre imagination. On se donne les contraintes qu'on se donne de toute façon. C'est très difficile de partir sans contraintes. Il faut bien structurer ce qu'on écrit quand même, mais
Non, mais c'est que j'ai toujours adoré les polars. Je sais pas pourquoi, ça a été. C'est un type de littérature que j'aime beaucoup parce qu'elle est à côté de la littérature trop traditionnelle. J'ai un petit côté impertinent et permet de faire passer beaucoup de choses avec. Sous des biais assez divertissants. Donc, ce que j'essaye d'ailleurs de faire dans le livre, c'est peut-être pour ça qu'il marche bien. Je n'ai pas écrit pour enquiquiner les populations ni pour donner des cours. Et donc, je pourrais essayer de retrouver ça dans le polar. J'ai une idée qui est pas mal. Enfin, bon, je vous en parlerai peut-être. Non, vous reviendrez pour ça. Dernière question sur la publicité et sur encore cette campagne à venir. Moi, je me souviens de l'avoir vu avec Obélix. Est-ce que j'ai rêvé? Non, mais je vous assure, je suis persuadé je peux pas vous dans les années début 90, je suis sûr d'avoir vu avec Obélix. Il faut en parler de ça, voyez ça avec les personnes autorisées. Ok, bah alors j'ai du fantasmé là. Je vais aller voir un psy, Il faut rêver. Merci beaucoup. Merci en tout cas. À vous. Je rappelle donc que le livre J'enlève le haut est disponible donc sur Amazon ou sur commande chez vos libraires et je ne peux que vous encourager à aller acheter. Pas chez tous les libraires. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Les snipers de l'info, 18h-19h, tous les vendredis sur VL. Partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton